raisons de reporter, des raisons d'estimer que nous n'étions pas prêts. Et ça a duré comme ça pratiquement 5 ans. 5 ans où nous partions de report en report sans que ça ne se justifie toujours. Mais vous et nous avons fait preuve donc de patience parce que c'était le sacrifice à faire pour que nous puissions avoir les élections. Nous avons donc finalement eu les élections. Le premier tour a été organisé le 31 octobre 2010, qui a vu donc arriver au deuxième tour 2 candidats. Laurent Gbagbo avec environ 38% des voix, Alassane Ouattara avec environ 32% des voix, le président Bédié arrivant donc en 3e position avec environ 26% des voix. Et puis je suivais et ainsi de suite. Comme vous le savez, nous avions depuis le 18 mai 2005 signé à Paris une plateforme de regroupement et d'action au niveau des partis qui se réclamaient de Fouéboni, que nous avons appelé les RHDP. Et ce jour-là, le 18 mai, nous avons dit que nous nous engageons à nouveau à être ensemble. Mais étant donné des raisons que je ne vous expliquerai pas ici, nous sommes engagés à faire acte de candidature pour ceux qui le souhaitaient. Étant entendu qu'au deuxième tour, le mieux placé devait être soutenu. Beaucoup n'ont pas cru en cette alliance. Les gens du FPI, en particulier Laurent Gbagbo, ont même dit que c'était une alliance contre nature qui ne tiendrait pas. Et c'est peut-être ça qui nous a sauvés. Parce que c'est parce qu'il a fini par comprendre qu'il gagnerait l'élection présidentielle qu'il a accepté que nous l'organisions. Sinon, nous n'aurons jamais eu cette élection. Donc, alliance contre nature, nous avons tenu le coup jusqu'à avoir des rencontres importantes au moment où la répression la plus sauvage s'abattait sur les Ivoiriens, sur nos partisans en particulier. Les derniers mouvements, c'était donc en février 2010, après la double dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante. Les Ivoiriens sont sortis et vous savez qu'il y a eu des morts. Des morts à Abidjan, à Daloa, à Gagnoa, à Divo. Après tous les autres morts que vous connaissez, en mars 2004, en octobre 2000, en janvier 2000, etc. Nous avons, depuis donc l'année dernière, renforcé la cohésion au niveau du RHDP en prenant 2 décisions importantes. La première a été de dire que nous partions vers donc la réunification des partis. La deuxième, c'était d'élaborer un programme commun de gouvernement au niveau du RHDP. 2 groupes de travail ont été mis en place et le premier était présidé donc par Didier Madi qui devait élaborer les statuts et autres. Le deuxième était présidé par le Premier ministre Duncan pour élaborer le programme commun de gouvernement. Comme vous le savez, avant que nous ne démarrions la campagne du premier tour, nous nous sommes retrouvés à Yamoussoukro pour valider le programme commun de gouvernement. Pour montrer à tous, à nos militants d'abord, mais aussi à tous les Ivoiriens, à tous les électeurs, que quelle que soit l'issue de l'élection, nous étions prêts à gouverner ensemble la Côte d'Ivoire. Nous avons donc adopté ce programme et les statuts, également les projets de statuts ont été examinés, devaient l'être un peu plus tard. Je voudrais donc vous dire que c'était une manière de lancer la campagne ensemble. Ça s'est passé le 15 octobre 2010 à Yamoussoukro. C'est pour cela que tout le reste a été facile. Tout le reste a été facile puisque dès la proclamation des résultats, nous nous sommes approchés et il n'y a eu
aucune difficulté, ni pour le président Bédié, ni pour moi-même, ni pour Anaki, de nous retrouver et d'apporter le soutien au président Ouattara pour le deuxième tour. Je voudrais vous dire que nous avons apprécié le haut sens de responsabilité du président Rikonan Bédié. Gbagbo a joué suffisamment là-dessus. Il n'a jamais pensé que cela était possible. Mais pour moi qui avais voté à l'Ouest, dès que je suis arrivé à Abidjan, je suis allé directement voir le président Bédié. Et quand je me suis adressé à lui, il m'a dit qu'il était prêt donc à agir pour que le candidat du RHDP au deuxième tour soit Alassane Ouattara et qu'il puisse gagner. Les gens n'ont pas cru en ce qu'il avait dit. C'est seulement après la rencontre entre le RHDP et les populations baoulées à Yamoussoukro que des doutes ont commencé à s'emparer du LMP et de Laurent Gbagbo. Parce que pour la première fois, le président Bédié s'était adressé publiquement à ses parents en baoulé, ce qu'il n'avait jamais fait. Même pour sa propre candidature, il n'avait pas fait ça. Pour dire que ce qu'il avait dit, c'est ainsi qu'il a présidé donc le comité de campagne pour le deuxième tour et j'ai été désigné comme porte-parole principal du candidat Ouattara pour le deuxième tour, avec un comité de campagne qui a été mis en place. Les choses, comme vous le savez, se sont bien déroulées. Mais on ne savait pas qu'après avoir eu 2 mandats sans élection, Gbagbo nous aurait conduit au chaos. Dès la proclamation des résultats par la commission électorale, vous les avez vus surgir, avec d'ailleurs Yaoundé qui s'était auto-saisi quelques heures avant. Comme vous le savez tous, les résultats du premier tour ont été proclamés le 4e jour. Personne n'a trouvé à redire. Donc, on ne comprenait pas que le fait de proclamer les résultats du deuxième tour au 4e jour soit un problème. Mais ils avaient prévu de faire comme ça. Lorsque la commission électorale centrale a pu surmonter les problèmes posés par les agitations des proches de Gbagbo au sein de la commission, il fallait maintenant que le Conseil constitutionnel joue son rôle. André s'est auto-saisi, a proclamé Gbagbo vainqueur et a organisé sa prestation de serment. Mais je voudrais vous dire, et vous le savez certainement, que le rôle des Nations Unies dans l'organisation de l'élection en Côte d'Ivoire fait partie de notre nomenclature légale. L'ordonnance qui a été prise pour insérer les Nations Unies dans la démarche conduisant à valider définitivement l'élection, l'ordonnance a été signée par Laurent Gbagbo, après que le Conseil des ministres se soit prononcé. Donc les Nations Unies ne sont pas venues s'installer comme ça. C'est la loi ivoirienne qui l'a autorisé. Et c'est Gbagbo qui a signé cette autorisation. Donc tout le reste, ce n'était que des prétextes, des arguments politiques pour pouvoir faire donc le hold-up qui malheureusement pour lui n'a pas pu lui réussir. Je voudrais donc dire que ainsi s'est engagé un combat sur 4 mois et demi. Dès le 29 novembre, tous ceux qui avaient joué un rôle
dans l'élection et qui avaient des responsabilités au RHDP se sont retrouvés pour rester au Golf Hotel. Parce qu'on savait que nous étions tous donc menacés. Donc depuis le 29 novembre, nous y étions, quelques-uns sont arrivés après. Et donc la déclaration de la commission électorale du 4 décembre nous a trouvés là-bas. L'investiture du candidat Babo plus tard également, tout cela nous a trouvés au Golf Hotel. Et c'est de là que nous avons organisé la résistance pour conduire finalement au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce combat aussi, je voudrais vous dire que le rôle du président Bédi a été déterminant. En tant que président du RHDP, il a assumé. Il est venu avec son épouse à l'hôtel et au moment où je vous parle, il s'y trouve encore. De toute façon, comme moi, il n'a plus de maison à Abidjan, puisque nos maisons ont été saccagées ou quelques-uns incendiés. Donc, on avait demandé d'ailleurs au président de dire à son grand frère qu'il pouvait se retirer et tout. Le président Bédi a refusé. Il a définitivement pris donc la décision de rassembler la famille d'Houphouët-Boigny à nouveau. Et pour lui, sacrifice à faire, eh bien, il était prêt à faire ce sacrifice-là pour que la famille soit rassemblée. Nous avons eu plusieurs réunions autour de lui. Il a apaisé, il a conseillé, et il est resté pour que nous puissions arriver au résultat que vous connaissez. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est seulement maintenant, ce matin, j'ai parlé avec le président de la République, qui me commentait donc les découvertes au palais présidentiel. Vous avez dû voir sur Internet aujourd'hui la tonne d'armement qu'il y a au palais. C'est-à-dire, on prend le palais et puis on en fait une poudrière. La poudrière, c'est où on garde les armes. Donc, nous, au lieu de faire une poudrière à Kwedo ou dans un autre camp, le palais présidentiel est devenu une poudrière. La résidence officielle du chef de l'État de Côte d'Ivoire est devenue une poudrière. Tout l'argent qui a été braqué à la BCEAO, dans les banques commerciales, tout ce qui a été vendu en anticipation, comme pétrole, comme cacao, comme café et d'autres ressources, tout ce qu'ils ont pris, en particulier ces derniers temps, a été consacré à l'achat d'armes et à la commande d'avions de combat. Malheureusement, les avions de combat ne pouvaient pas être délivrés parce que c'est trop visible. Les Mi-24 qui ont fait tant de dégâts en 2002, après donc l'action des forces françaises en 2004, eh bien, un de ces hélicos a été retapé totalement dans les ateliers du GATL à l'aéroport. Mais le problème qu'ils avaient, parce que quand tu finis de réparer un avion, il faut essayer. Donc, comment ils vont faire sortir l'avion pour essayer? Pour être sûr que c'est prêt pour aller au combat. Donc, ils n'ont jamais pu essayer l'avion jusqu'à ce que nous en arrivons au résultat final que vous connaissez. Vous savez, un chef d'État qui a nommé pour la première fois des officiers en l'espace de 6 ans. Il y a ici des officiers supérieurs, mais quand en l'espace de 6 ans, des officiers passent du grade de commandant ou de lieutenant-colonel au grade de général de corps d'armée, c'est une catastrophe.
Oui, c'est ça. Je dis général de corps d'armée. C'est une catastrophe pour notre armée. C'est une catastrophe. Même les Américains ici qui célèbrent quelquefois le mérite de leurs soldats les plus valeureux ne font pas de telles promotions. Donc on a politisé notre armée. Mangou est devenu un politique qui partait faire les meetings, qui partait danser avec les jeunes patriotes, qui partait prêcher, puisqu'il est enfant de pasteur semble-t-il. Et qui passait le temps, je ne sais pas combien parmi vous ici connaissent le nom du chef d'état-major général des forces américaines. Si ce n'est pas des crises quelquefois qui font qu'on révèle ces gens, mais nous le notons, il est à la télévision tous les jours, en train de faire des déclarations ou de faire des menaces. On a dû l'année dernière lui dire que ce n'est pas son rôle. Parce que les questions de sûreté, de sécurité, etc., il y a des ministres compétents pour venir en parler, pas les chefs d'état-major. Il y a le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Mais chaque fois, c'est le chef d'état-major qui vient pour dire, je les mets au défi. Si je vois les gens demain, on va faire ceci. Il y a le périmètre rouge au palais, il y a ceci. Tout le temps comme ça. Et c'est cette armée donc qui a encouragé Gbagbo à croire qu'il peut continuer à rester au pouvoir sans élection ou sans gagner l'élection présidentielle. Mais nous avons tous été surpris lorsque le président a demandé à tous les soldats des forces nouvelles et des forces de défense et de sécurité qui en avaient assez de la situation d'agir pour établir la paix, mais d'agir aussi pour assurer la sécurité des populations. Parce que vous savez tout ce qui se passait à Abidjan. Les femmes sur qui on a tiré des roquettes, les gens chez qui on rentrait chaque nuit pour les tuer ou les enlever. Les opérations casseroles n'avaient plus d'impact parce que chacun craignait maintenant pour sa vie. Et de toute façon, quand on tape chez ton voisin, tu n'as même pas de fois la force d'aller défendre parce que tu ne sais pas. C'est comme cela qu'un décret a été pris pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo a été surpris lorsqu'il a vu que c'était sans combat que les villes, les unes après les autres, tombaient donc sous le contrôle des forces républicaines. Voici une démocratie dans laquelle, quand tu as gagné aux urnes, tu dois faire la guerre aussi et puis gagner. Alors, quand tu as gagné dans les urnes là, si tu ne gagnes pas la guerre, tu n'as pas encore gagné. Donc lui, ce n'était plus le démocrate. Et les armes qui ont été vues il y a 2 jours au palais sont l'indicateur le plus éloquent de ce que Gbagbo avait pris la décision de faire la guerre plutôt que de faire l'élection. Il s'est dit, bon, de toute façon, comme je suis sûr de gagner, j'y vais, mais si je ne gagne pas, je fais la guerre et puis je m'installe. Quand ils vont gagner, je fais la guerre. Alors, donc, il a préparé la guerre et donc il nous a imposé la guerre. Il a imposé la guerre aux Ivoiriens et aujourd'hui, c'est un peuple totalement traumatisé. Des femmes qui ont vécu les sévices les pires. Des enfants qu'on a transformés, qui sont devenus comme, qui ne sont plus des êtres humains. Des femmes enfantes se débrouillent avec leur mari pour mettre les enfants à l'école. Ces enfants font des études, se retrouvent à l'université, et puis au lieu de passer la nuit dans les chambres à étudier, ben,
Ils passent la nuit avec des calaches dans leur placard, avec des fusils d'assaut dans leur placard, avec des lance-roquettes